bien le bonjour. Dans la mythologie grecque, on trouve beaucoup de créatures à la fois fabuleuses mais tout aussi terrifiantes. Ces dernières sont au centre de bon nombre de mythes célèbres mettant en scène bien souvent des héros ou alors des dieux, mais bien souvent des héros comme par exemple Hercule, pour ne citer que lui. Mais qui peut être à l'origine de toutes ces créatures, ou du moins d'une bonne partie d'entre elles, et ces créatures qui sont pour la plupart au centre des mythes les plus fondateurs de la mythologie grecque. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte d'Échidna et de Typhon, ce couple de créatures en apparence, on va dire, assez repoussantes, et dont les dieux eux-mêmes ont peur, et dont aussi la progéniture regroupe l'ensemble, ou pas dire le plus gros des créatures les plus féroces et les plus imprévisibles de la mythologie grecque. Le couple Échidna et Typhon ont pour point commun, en premier lieu, d'être deux enfants de Gaïa, la terre, et de la divinité Tartare. Toutefois, si Apollodore valide cette hypothèse, comme quoi Échidna serait le fruit de Gaïa et de Tartare, d'autres auteurs bien après lui auront d'autres hypothèses sur ses parents potentiels. Hésiode, dans sa Théogonie, va donner pour parent à Échidna Chrysaor, le géant né du sang de Méduse, celui qui possède justement une fameuse épée en or, et Callirhoé comme potentiel parent. Et Pausanias va donner quant à lui, dans sa Périgéèse, on va dire de nouveaux parents à Échidna qui sont Phorcys et Céto. Donc autrement dit, ils ne sont pas d'accord sur qui pourraient être les parents de cette créature. Quoi qu'il en soit, Échidna vit dans une caverne que l'on situe dans la région de Cilicie pour certains, ou pour d'autres dans le Péloponnèse avec Typhon. Dans cette caverne, Échidna a tendance à attirer les passants un peu trop curieux et à les dévorer quand ces derniers s'approchaient de trop près. Toutefois, il existe un mythe qui lie Échidna et Hercule. Donc je vais par avance dire Hercule par facilité et pas forcément Héraclès comme on pourrait s'y attendre, mais pour des questions de facilité, on va rester sur Hercule. Selon le mythe, Hercule aurait laissé paître ses chevaux, des chevaux qu'il avait en sa possession toute une nuit, mais malheureusement le lendemain matin, il n'a pas retrouvé les animaux où il les avait laissés la veille. Donc ils ont disparu clairement. Enfin, les événements se passent selon si on se réfère à Hérodote dans la région du Pont Euxin. Mais encore une fois, c'est un mythe. Hercule parvient à retrouver à découvrir surtout qui a pu prendre ses chevaux, et il remonte la piste jusqu'à Échidna qui détient ces fameux animaux. Cette dernière lui propose un marché, à savoir, elle lui rendrait ces animaux s'il acceptait de lui faire un enfant. Ce dernier, donc Hercule, consentit à le lui faire, mais ce n'est pas un enfant qui va naître, c'est 3 enfants, 3 garçons qui vont naître. En quittant la créature, ce dernier lui confie un arc qui reviendrait à celui qui parviendrait à le tendre. Je ne sais pas si vous voyez le même lien que moi, mais ça me rappelle grandement le mythe, l'histoire de Ulysse, à savoir qui deviendrait roi d'Ithaque à celui qui arriverait à tendre l'arc d'Ulysse et à épouser Pénélope. Ça me rappelle très vaguement un peu ce parallèle un peu entre les deux histoires. Sur les 3 fils que Échidna et Hercule ont eus, selon le mythe, seul Cythès, le cadet, donc le plus jeune, arrive à le faire. Concernant Échidna et l'apparence, on va dire, d'Échidna en elle-même, parce que on se demande quand même comment elle pouvait bien être, les descriptions sont assez brèves. On la décrit comme étant une femme à la fois mi-femme, mi-serpent. C'est-à-dire, on peut supposer le haut d'une femme, le haut d'un humain, et le bas d'un serpent. Donc le bas avec une queue de serpent, qui pourrait rappeler peut-être très involontairement, la représentation qu'on peut se faire également de Méduse. Donc on peut supposer que Échidna a un côté reptilien bien comme il faut. Concernant Typhon, le mari infernal d'Échidna, celui-ci est décrit de plusieurs manières, mais toutes, on va dire, concorde plus ou moins. Il est décrit comme une créature, selon certains auteurs,
comme une créature tellement grande que sa tête pouvait toucher le ciel, à l'image, on va dire, des dieux olympiens ou des titans surtout. On le décrit comme ayant le corps recouvert d'écailles, avec une centaine de têtes de dragons, comme doigts, crachant du feu. Donc on va dire une créature très chimérique, encore une fois, et potentiellement infernale. Certains auteurs voient en lui une représentation du chaos, on va dire au sens le plus infernal du terme. Alors certains auteurs vont faire un parallèle avec Apophis chez les Égyptiens, mais concrètement, je vous le signale, mais il vaut mieux mettre, je pense, ça de côté par mesure de précaution. Au moment de la titanomachie, donc je rappelle que la titanomachie sont les affrontements entre les titans et les Olympiens, Typhon va combattre aux côtés des titans contre les Olympiens. Donc déjà, il n'a pas choisi le camp le plus facile. Et lors des combats, il va affronter Zeus, donc Zeus, le seigneur des Olympiens. Et au moment de ce fameux combat entre Zeus et Typhon, les autres dieux olympiens vont rien trouver de mieux que de se transformer en animaux et de s'enfuir, genre à dire « au secours, on s'en barre ». Pendant le combat, Typhon est blessé par la foudre de Zeus, donc doit être grièvement blessé, on peut se l'imaginer, mais toutefois Typhon parvient à faire des énormes dégâts chez Zeus, à savoir, il parvient à lui sectionner les tendons. Entre-temps, bien entendu, on s'imagine bien que Zeus a pu récupérer ses tendons, et ces tendons ont pu être récupérés par Hermès. Néanmoins, malgré cette blessure, le roi des Olympiens parvient à vaincre Typhon et à l'emprisonner. Alors, selon les auteurs, soit en Cilicie, donc là où se trouve Echidna, soit sous l'Etna ou dans une région volcanique pas forcément renseignée, qui devient par la suite, on va dire, la prison de ce dernier, et où, pour manifester sa colère, ce dernier cracherait du feu. Donc, toutes les éruptions volcaniques que l'on va attribuer soit à l'Etna, soit ailleurs, sera, on va dire, les conséquences de la colère de Typhon. On peut voir ça ainsi, si on veut rajouter un petit côté un peu plus fantaisiste. Donc, Typhon sera à la fois la représentation du chaos, mais aussi la représentation du feu d'une autre façon, d'une certaine manière. Toutefois, certains auteurs, bien plus tard, vont assimiler Typhon à Seth, c'est chez les Égyptiens, car Seth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dieu, oui, c'est un dieu mauvais, c'est un dieu qui représente la négativité, mais c'est également le dieu des déserts et donc du feu par la même occasion, car le feu par rapport au soleil, à la sécheresse et à la chaleur. Donc, quelque part, on associe Typhon qui est puni sous un volcan avec un dieu aussi en lien avec l'élément feu. Donc c'est pas forcément très anodin. On va le représenter avec les deux divinités égyptiennes les plus négatives, à savoir Apophis, le serpent Apophis qui menace d'avaler chaque fois que le soleil se couche, donc le soleil serré, je vais faire une petite aparté, est serré dans sa course, qui lève le soleil et qui le couche. Et Apophis est censé représenter le chaos, il est censé représenter le néant. Donc Typhon est à la fois associé à ces deux divinités négatives, à savoir Seth, adversaire d'Horus, d'Osiris, dieu meurtrier, dieu, on va dire, qui se rebelle contre un ordre établi, et Apophis qui est le serpent, on va dire, le serpent chaotique, la représentation du chaos et du néant par excellence. Donc Typhon va être associé, alors ça va assez dépendre, certains historiens vont mettre l'hypothèse d'Apophis de côté et vont plutôt mettre en avant celle de Seth, mais concrètement, les trois divinités, entre guillemets, vont être plus ou moins liées. Le moins que l'on puisse dire de l'union d'Echidna et de Typhon, c'est que c'est une union extrêmement fertile, car cette union a mis au monde, ces deux créatures ont mis au monde énormément d'enfants, énormément, on va dire, de créatures au monde. Parmi ceux que l'on peut citer et des plus connus, nous avons les chiens infernaux Orthos, compagnon de Gérion, et Cerbère, le chien des enfers, donc le chien à 3 têtes. Nous avons l'hydre de Lerne, le lion de Némée, le dragon de Colchide, l'Adon, le dragon du jardin des Hespérides, et l'aigle du Caucase. Toutefois, parmi ces créatures, on peut aussi citer le sphinx, mais il y a
un petit doute concernant la paternité du sphinx, à savoir, certains historiens vont associer le sphinx à Typhon, d'autres vont l'associer à Orthos. En effet, selon une variante du mythe, le sphinx serait le fruit de l'union entre Orthos, donc le chien infernal né d'Echidna et de Typhon, et d'Echidna elle-même. Et d'autres vont dire que ça va être Orthos et la chimère. Quoi qu'il en soit, on doute un peu de la paternité déjà du sphinx. Mais par mesure de commodité, on va l'associer plutôt à Echidna et Typhon pour, on va dire, moins se faire des entorses au cerveau. Cette nombreuse progéniture infernale va amener que, puisque tous ces monstres en fait font des ravages là partout où ils passent, les dieux vont tout simplement vouloir y mettre un terme. Et ce sera Argos, nous avons déjà parlé d'Argos, le fameux familier de Héra, qui va se charger de éliminer Echidna dans son sommeil. Comme par hasard, on pourrait faire un parallèle avec le mythe de Méduse. Méduse a été terrassée, selon certaines versions, dans son sommeil par Persée. Ben là, c'est un petit peu la même chose. J'ai inclus en fait la mort d'Echidna volontairement dans cette partie-là par rapport à l'union fertile, parce que justement, c'est ces fameuses, on va dire, créatures nées de ce couple qui fait que, Argos va finir par, Argos, commandé par les dieux, nous l'imaginons, parce que ce n'était pas une divinité à proprement parler, on va dire, fait le ménage, afin qu'il n'y ait plus, on va dire, de descendance de ce couple infernal. La moindre chose que l'on puisse dire de cette progéniture de tous ces enfants nés de ce couple infernal que forment Echidna et Typhon, c'est qu'elle est au cœur de très nombreux mythes. Énormément de mythes vont être reliés à ces créatures, mais on peut souligner toutefois que bon nombre des créatures citées plus haut ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes plus ou moins presque en lien avec Hercule. Le lion de Némée, le dragon qui garde le jardin des Hespérides, l'hydre de Lerne et la Cerbère également, toutes ces créatures font que on peut y voir un lien avec les 12 travaux d'Hercule. Et si on regarde la liste des 12 travaux d'Hercule, on peut voir une certaine similarité, voire une certaine cohérence. On peut donc se demander si cette fameuse progéniture n'est pas une façon, en fait, pour les auteurs, de mettre un lien entre la fin d'une forme de férocité que représenteraient les créatures, justement, de Echidna et de Typhon, avec la civilisation que pourrait représenter, par exemple, Hercule. Hercule est à la fois un héros civilisateur, mais aussi un héros qui a une très grosse part d'agressivité et de férocité, mais pour le coup, il aurait plus, on va dire, une symbolique plus de civilisateur. Je m'explique. Là, on avait déjà vu ça quand on avait abordé la vidéo sur le cannibalisme. Il y a dans les créatures féroces toujours une espèce de représentation de l'aspect barbare, de l'aspect barbare, de l'aspect féroce en fait, de ce que pouvait être l'être humain avant la civilisation. Donc on pourrait voir en fait dans ces créatures une forme de métaphore, et le fait que ce soit des créatures du couple, on va dire monstrueux, du couple, on va dire infernal, que formaient ces deux entités, Echidna et Typhon, pourrait être en fait une espèce pas de choc des civilisations, mais une espèce de choc, on va dire plutôt des mentalités. On pourrait dire ça comme ça d'une certaine façon. En conclusion, ce que l'on pourrait dire, c'est que le couple de Typhon et d'Echidna sont en grande partie responsables, tout du moins, de la création de bon nombre de créatures. L'union même d'Héraclès et d'Echidna a donné naissance aussi à des civilisations. Donc, on peut se demander si toutefois le lien qui peut entretenir entre Echidna et Hercule, pour ne citer que ces deux-là, ne serait pas un peu en lien avec ce qui pourrait être considéré comme un des piliers de la mythologie grecque. On pourrait tout du moins s'interroger sur le lien que l'on pourrait faire entre ces deux entités. Je vous remercie de m'avoir écouté durant ce podcast, certes très court, mais que je trouvais assez intéressant pour comprendre un petit peu d'où sort, on va dire, le lion de Némée, l'hydre de Lerne, en sachant que ces créatures, si on regarde bien,
ont un caractère relativement effrayant, mais comme je vous l'ai déjà expliqué quand nous avons abordé par exemple la méduse et bien d'autres choses, ce sont des créatures qui ne sont que le reflet des peurs des contemporains et surtout des créatures qui ont, avec leur aspect infernal et monstrueuse mais aussi féroce, rentrent en lien encore une fois dans un style de rite initiatique, de passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.